Bonjour mesdames, messieurs. Je remercie les organisateurs de m'avoir permis de prendre la parole. Et puis sur un sujet comme le goût du vin, c'est sympathique. Alors le goût du vin, en définitive, on devrait plutôt dire le goût pour le vin, parce qu'il faut le goûter pour qu'on connaisse le goût des choses. Et puis en Touraine, on peut dire aussi, même sur le plan mondial, on peut dire le goût des vins, car si on prend que nos régions de Loire, il y a de l'ordre de 50 000 expressions de vin en permanence à votre disposition. Alors on va essayer d'entrer un petit peu dans ces détails tranquillement. Alors, ça doit fonctionner. Ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas? Ah, il faut que la flèche qui descend. Ah oui, d'accord. Voilà. Alors, ma démarche sera plutôt de vous dire tout d'abord, quand je sers du vin, qu'est-ce que je sers? Alors ici, vous avez une représentation, on peut dire classique. Quand vous buvez du vin, vous avez tout d'abord un phénomène ça marche, de biosynthèse, c'est-à-dire vous avez une énergie solaire, bon, comme dans toute production végétale d'ailleurs. C'est une première source, et puis vous avez une seconde qui est le sol, qui va alimenter la plante. Et derrière la feuille de vigne, vous avez l'homme. Quand vous buvez du vin, vous avez trois phases importantes, l'air, la terre et l'homme. Et c'est l'homme qui, en fonction de ces deux origines, la terre et le climat, va choisir le ou les cépages, va les cultiver, va les protéger, va en cueillir le raisin, etc., pour que ça devienne un vin, c'est-à-dire une boisson agréable à consommer. La deuxième phase, c'est le problème de fermentation. En effet, si on produit, pour faire un vin, il faut un raisin mûr, ça c'est facile à dire, mais c'est pas si facile que cela à cueillir. Et ce raisin mûr qui est à l'état instable, qui est épais, sucré, etc., se conserve pas. Donc, pour qu'il se conserve, il faut que des ferments s'emparent de la chose, et fassent passer donc ce liquide un peu épais, sucré, un liquide coulant et qui va se conserver le vin. Bon, je passe sur les détails de la fermentation alcoolique, mais néanmoins, ça nous permet de rappeler dans notre alimentation tous les produits fermentés que l'on va rencontrer, et que si on supprimait tous les produits fermentés de notre alimentation, ça serait assez triste. Et puis la troisième épreuve, c'est le phénomène de combustion, puisqu'il y a du carbone dans le vin, bien évidemment, il y a un phénomène de combustion. Et quand vous allez goûter le vin, vous allez goûter toutes ces phases fermentaires, vous allez goûter une part de sol, une part d'air, et est-ce que l'homme a été fidèle à cette origine de l'air et de la terre? C'est tout le principe de l'appellation d'origine qui, à l'heure actuelle, vous permet de goûter des vins pratiquement, vous avez 70-80% des vins qui se réfèrent à une origine. Et quand vous goûtez ce vin-là, vous goûtez, non pas que du vin, mais vous goûtez l'air et la terre de l'endroit. C'est un facteur très très important qui est parfois négligé. Et on a eu du mal. Il a fallu attendre ces 20 dernières années
pour arriver réellement à ce que le vigneron comprenne cette valeur d'authenticité qu'il y a dans son raisin pour qu'il ne l'altère pas par des pratiques comme le levurage, etc. Bon, voilà. Donc aujourd'hui, on peut dire que jamais vous n'avez eu à votre disposition des vins, on va dire, aussi sincères. C'est un point important. Moi, je suis dans ce métier, j'ai commencé il y a pas mal d'années, et quand j'ai commencé dans mon labo, on n'analysait que des vins malades. Ensuite, ça s'est un petit peu amélioré. Et l'amélioration principale a été dans la maîtrise justement des températures de fermentation. Si vous voulez, autrefois, toutes les pratiques énologiques, c'était pour éviter les accidents. Et à partir du moment où on a eu cette technique, au point de vue technique, on a eu cette maîtrise des températures de fermentation, on a commencé à faire du vin. Et puis il y a eu un autre facteur important, c'est le fait que, grâce à là aussi des techniques de mise en bouteille, on a mis le vin en bouteille sur les lieux de production. Et personne ne s'en est réellement rendu compte, mais Bercy, la Halle aux Vins, où vous aviez à votre disposition des vins d'assemblage, a tout comme ça tranquillement disparu, si on peut dire. Et aujourd'hui, vous trouvez des vins, même des producteurs modestes, si on peut dire, qui, avec 10 hectares de vignes, exportent dans tous les coins du monde, avec les moyens de transport qui se sont installés. Donc, on peut dire qu'en ce moment, le monde viticole est bien imprégné de cette dimension de la terre et l'air, et pour l'homme, il doit s'effacer devant ces deux facteurs dominants pour faire en sorte que dans le fond du verre que vous allez goûter, vous retrouviez cette air et cette terre. Et c'était encore hier, je recevais l'Académie Amorim à Chinon, et j'avais des scientifiques, des professeurs d'université, ça, et je les ai emmenés dans les vignes, et si vous pouvez vous amuser à le faire, vous prenez la poignée de terre de la vigne et vous goûtez le vin de celle-ci, et vous serez impressionné de voir que le toucher de la terre dans votre main, c'est exactement le même que le toucher du vin sur votre palais. Donc ça, c'est intéressant parce que ça, pour moi, ça me montre la bonté de l'ADN qui, accompagne le vivant pour vous le proposer au travers d'une boisson comme le vin. Donc boire du vin, c'est cela. Si vous êtes amateur, essayez d'aller goûter le vin dans la vigne. À ce moment-là, vous aurez peut-être une rencontre qui vous surprendra. Alors, tout cet ensemble m'avait amené à faire une définition du vin que j'ai faite un jour sur un coin de table, après ou avant un repas, je ne me souviens plus, avec Jean Trémolière. Et on avait écrit cela: le vin est le contenu cellulaire d'un fruit mûr, ça c'est évident, remanié par la fermentation. Quand vous goûtez du vin, vous buvez tous les éléments qui sont dans le fruit, et en particulier l'eau, qui est de l'eau végétale. En le consommant, l'homme s'insère dans le cycle biologique et indirectement tire son énergie du flux solaire. Il est exact que quand vous goûtez du vin, vous allez retrouver les fractions du climat. Et si vous goûtez un vin de 1989, si vous voulez, il ne va pas vous raconter la même histoire qu'un vin de 1982, par exemple, ou 3, etc. Parce que, vous voyez, je dis, il va vous raconter, c'est le vin qui vous parle. Et ça, c'est un enseignement important. Tous les aliments vous parlent. Ce n'est pas vous qui parlez du radis, c'est le radis qui vous parle. À ce moment-là, ça change un petit peu la face. Alors, on avait terminé en disant que les levures, êtres vivants, agissent comme intermédiaires indispensables et transforment en aliment instable le raisin en un produit qu'on conserve, le vin. Voilà. Vous voyez, tout est simple.
il suffit parce que je ne peux pas le boire à votre place, je ne peux pas le boire à ma place, il suffit d'être acteur. Alors, deuxième, c'est des petits, pour appuyer ce qu'on dit, ça c'est simplement des problèmes de sol. Il est exact que si vous mettez une vigne dans un sol très fertile, pardon, je m'excuse, je me suis trompé, dans un sol très fertile, la plante, comment dire, en ayant la vie facile, elle va vous donner un vin facile qui n'aura pas grand-chose à vous raconter. Bon. Alors que si vous êtes sur une terre à fertilité moyenne, ou faible même, le vin va aller vous chercher ces expressions qu'il va prendre, c'est-à-dire son style, il va le prendre dans la terre. Le style d'un vin, c'est la terre. Et donc s'il y a des graviers, le style sera coulant. S'il y a de l'argile, il sera un peu plus astringent. S'il y a du calcaire, il sera un peu plus rond. Tous les éléments de la terre vont se retrouver. Et c'est là où vous allez rencontrer les parcellaires et l'expression des vins par parcelle, c'est-à-dire par lieu-dit. La notion d'appellation, c'est une appellation générique en gros 100 km. Ensuite, vous avez des appellations communales de la commune, donc si on est sur Vouvray, Noisette, la commune. Et puis après, vous avez des lieux-dits, des zones, on peut dire, privilégiées, où l'homme a cueilli, on peut dire, c'est une parcelle de terre et d'air pour apporter dans le produit final une exception. Et ces exceptions, ce n'est pas un gros volume. Et quand j'étais avec Aubert de Vilaine, la Romanée-Conti, c'est 1,40 hectare. Et si vous allez sur Chinon, le champ chenin en blanc, il fait 1,5 hectare. Mais il faut des générations pour que des hommes arrivent à dire là, ce vin va prendre le nom de la terre où le cep s'est développé. Alors, évidemment, s'il y a des cailloux comme à Châteauneuf-du-Pape, les cailloux vont absorber de la chaleur du jour et les restituer la nuit, ce qui va vous donner des vins chaleureux. C'est pas compliqué, tout est dans les mots, à condition de bien les utiliser. Ah oui, j'ai oublié des mots, c'est que le vin, dans notre alimentation, est celui qui va nous apporter le vocabulaire plus important. C'est que dans notre alimentation, dans notre vocabulaire, c'est l'origine des mots, c'est l'alimentation qui est le plus gros fournisseur, si on peut dire. Et en matière de vin, en dehors des couleurs, de ce qu'on appelle la robe des vins, on utilise à peu près 1000 descripteurs. Les fromages de l'ordre de 500, etc. Donc ça m'intéresse, le vin m'a toujours intéressé pour qu'il soit éloquent et quoi, source de vocabulaire. Alors, comme on a autant d'air, ici je vous ai montré, c'est simplement les conditions climatiques cumulées année par année. Quand j'ai pris le laboratoire de Tours en 59, ouais, ça fait 60 ans, j'ai eu la chance d'avoir il y avait le laboratoire du professeur Villedieu, c'était celui précédé, c'était le professeur Villedieu, et ils avaient commencé à faire des mesures sur les indices de maturité du raisin, c'est-à-dire les concentrations en sucre et en acidité du raisin. Donc, j'avais des informations depuis 1868 sur le raisin, et il y avait une station météo à Tours qui était à peu près la même période. Donc, j'ai pu avoir, depuis 1868, faire un rapprochement entre les composants de l'air et les composants du raisin. Alors ici, c'est simplement pour illustrer, ça c'est depuis 59. Donc ici, vous avez les conditions climatiques, la pluie, l'ensoleillement et les températures. Et vous voyez que, donc, on doit retrouver ces forces de climat dans la millésime. Et quand vous goûtez un millésime, on va dire de maturité moyenne, ne lui demandez pas de ressembler à un millésime ensoleillé. La seule chose qui vous reste à faire, c'est de faire la cuisine, de faire à manger pour le vin, en fonction de celui-ci.
Je me souviens, je crois que c'était 76, à une foire de Vouvray, quelqu'un, alors c'était l'année d'après 77, qui était une année assez maussade, où la nature avait été moins luxuriante, et quelqu'un me dit « Ah, mais c'est pas comme 76 ». Je dis « Heureusement, parce qu'il faudrait manger du foie gras tous les jours ». Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que tous les ans, le vin vous offre une autre silhouette, et c'est cela une source justement, puisque mon point de vue, c'est qu'on fait à manger, on fait la cuisine pour le vin, et à partir du moment où vous faites la cuisine pour le vin, eh bien vous sortez d'une monotonie et vous avez un champ d'aliments variés. Donc ça, c'est simplement pour montrer que alors ça, ce sont des courbes, des relevés mensuels. Il est exact qu'au point de vue énologique, on a les relevés par semaine. Donc on sait exactement, au point de vue physiologie de la plante, ce qui s'est passé, etc. Donc on est à l'aise. Et le rôle de l'énologue, c'est non seulement de faire en sorte que le vin soit fidèle à la terre, mais fidèle au climat. Et vous êtes dans une région où on est en zone septentrionale, où autrefois on manquait d'ensoleillement, et on avait la fameuse chaptalisation, qui depuis 2000, tous les indices de maturité sont au-dessus de la moyenne centenaire. Ce qui fait que vous goûtez aujourd'hui des vins, depuis 2000, oui, ça nous fait 19 ans, les conditions de vinification, on les voyait une ou deux fois par dizaines. Aujourd'hui, on les a tous les ans. Donc, on a bien, avec le raisin, il n'y a pas besoin de faire des mesures, des rapports, le point de vue climatique, on l'a. Avec une nuance tout de même, c'est que ces conditions climatiques, c'est valable pour nos régions, on ne va pas les reproduire sur Châteauneuf-du-Pape, par exemple. Ce qui se produit chez nous, ce n'est pas les sommes de température, tout ça, ce n'est pas une valeur annuelle supérieure, c'est un décalage physiologique, c'est-à-dire que la floraison démarre plus tôt. Et comme vous avez 100 jours entre la floraison et la maturité, tout ce qui va être avant le solstice d'été, enfin 2 mois avant le solstice d'été, vous n'avez plus de photosynthèse, tout ça c'est enfantin, ça marche bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire encore? Alors, en goûtant le vin, qu'est-ce qui vous arrive? Je vous l'ai servi, en principe dans un verre qui convient, parce que là encore, il faut le verre qui convienne, il faut la nappe qui plaise au vin. Le vin vous dire, tu m'as mis sur une nappe verte, j'aime pas ça. Hein. Bon. Alors, vous allez recevoir tout d'abord les empreintes du sol, sa nature, sa géographie. Le vin va vous dire, je suis sur une pente, je suis à plat, je suis sur du calcaire, je suis sur de la silice, et vous raconte tout cela. Et à vous seul, pas au voisin, à vous seul. Deuxièmement, il va vous apporter les empreintes du climat. Il va vous dire, tu as été en vacances, c'est revenu tout bronzé, ben moi aussi, et je suis chaleureux. Hein, au contraire, il dit, on était sous la flotte, et là, je suis évidemment plus faible. Et puis, il va vous apporter cette troisième empreinte de l'homme. L'empreinte de l'homme dont j'ai dit tout à l'heure. Est-ce que le vin vous dit, l'homme, il a pris les bons cépages, ça va, je suis heureux d'être avec toi, il a bien travaillé le sol, donc j'ai grandi tranquillement, il m'a protégé, je n'avais pas eu de maladie, il m'a récolté mûr, hein, où il vous dit, il m'a vendangé trop tôt, tu vois, je suis un peu acide. Tout ça, le vin vous le raconte. Et puis le transfert de vendange, vinification et l'élevage. L'élevage du vin, vous avez entendu parler il y a eu des erreurs et qui continuent, c'est pas dans nos régions, mais dans d'autres régions, l'élevage du vin avec le problème du boisé. On élève du vin dans des récipients en bois selon les régions avec des volumes différents. Dans nos régions, on est plutôt en rouge sur des foudres. Et l'élevage doit consister à mettre en valeur l'origine du vin, c'est-à-dire la terre et l'air, et non pas à la détruire. Alors, il est exact que sous une influence américaine avec Parker, hein, on a eu tendance, parce que
le consommateur, quand il voit du vin, il voit une cave avec des barriques, donc s'il retrouve le goût de barrique, il dit c'est du grand vin. Bon, il boit des planches au lieu de boire du vin. Donc ça, c'est un problème important. Et il y a eu des erreurs, il y en a encore, et il faut les combattre. Hein. On élève pour sertir l'origine et non pas pour la détruire. Et puis la mise en bouteille, évidemment. Et puis vous avez une quatrième mémoire, qui est la mémoire des empreintes du temps. Vous savez que le vin, l'appréciation des vins se fait sur son aptitude à vivre. C'est-à-dire les vins très réputés, qui ont une renommée, ils vivent 50 ans, un siècle, etc. Bon, vous êtes dans une région viticole ici, vous êtes certainement arrivé à goûter des vins d'un demi-siècle ou d'un siècle, je pense, enfin je le souhaite pour vous. Hein, moi j'ai cette chance. Et c'est exact que c'est assez fabuleux de voir comment le temps, la bouteille, le vin est dans une bouteille, et voir qu'au bout de 5 ans, 10 ans, 20 ans, les modifications qu'il y a à l'intérieur. Sur le plan analytique, on n'a jamais rien démontré, on n'a pas les moyens, on n'a pas démontré, on ne peut apprécier ces choses-là qu'en goûtant. C'est déjà pas mal. Mais pour vous dire que dans notre région, des vins d'un siècle, ça se goûte, il faut les mériter évidemment, et qu'il y a 2 ans, je crois, même pas 1 an et demi, on m'avait dit de me trouver dans une région qui s'appelle les Janières, avec le Pinot Blanc de la Loire, donc une région dont on ne parle pas tellement, hein, et sur une même propriété qui n'a jamais vendu de vin, c'est un clos qui fait 2 hectares. Les gens, la famille, depuis 1500, cultive ce clos et partage le vin avec ceux qu'ils aiment, et j'avais été désigné, et on a goûté des vins jusqu'avant 1780. Donc c'est vous dire que le vin est bouchon d'origine, et à ce moment-là, les goulots étaient étroits. Et on faisait des bouchons, mais les coupait dans le sens de la plaque, et non pas dans la longueur. Voilà. Donc on a la chance dans cette région d'avoir des vins qui savent vivre, hein, et qui démontrent justement ce travail sur la matière, hein, par le temps. Hein, c'est difficile à expliquer, mais si un jour ça vous arrive, vous savez, je dis toujours, c'est quand ça vous est arrivé d'ouvrir une bouteille, et puis le vin, et vous vous dites, ah ben il vous parle pas. Il vous parle pas. Il vous parle pas parce que le vin, chaque bouteille est une. Il n'y a pas 2 bouteilles identiques. Hein. Il y a des nuances parce que le goulot, tout ça, c'est pas tout à fait identique. Mais quand vous ouvrez une bouteille, vous êtes en milieu réducteur. Donc, c'est comme vous vous réveillez le matin, il faut vous donner un certain temps pour vous habiller, vous préparer. Donc le vin vous dit, tu m'as dérangé, alors je ne suis pas encore en état de te parler. Et c'est pour ça que dans certains cas, on va mettre le vin dans une carafe pour le sortir de ce sommeil réducteur qu'il avait en bouteille. Voilà. Enfin, tout ça, c'est simple, c'est facile à comprendre et à vivre. Alors, évidemment, pour vivre le goût des choses, c'est-à-dire pour entendre le vin parler, on arrive à l'identité du sacrifice. Ça, c'est un problème non seulement valable pour le vin, mais pour le radis, pour le morceau de pain, si vous voudrez. Quand vous goûtez une chose, la nature vous a donné cet appareil de mesure avec vos 5 sens. En gastronomie, dont le vin fait partie, vos 5 sens sont mobilisés en permanence. Dans les autres formes d'art, la peinture, la musique, vous êtes en monosensoriel ou en bisensoriel. Donc, toutes ces empreintes du vin, la terre, l'air, etc., vous allez les retrouver au fond du verre. C'est-à-dire, au départ, vous avez la phase de reconnaissance, vous flairez, vous regardez, ça vous convient, et vous admettez la chose en votre palais. On n'a pas appelé ça un cabanon, on a appelé ça un palais, donc c'est quand même quelque chose qui doit se passer des choses. Et là, sur votre palais, vous allez avoir un bombardement
de stimulation chimique, trijumale, de stimulation tactile, de stimulation olfactive, de stimulation thermique, etc. Et ça se passe en fraction de seconde. C'est-à-dire que les signaux vont aller à votre cerveau et que, en fonction de vos acquis, c'est-à-dire votre culture, si on peut dire, vous allez former une image qui sera la vôtre. Donc vous avez tué, entre guillemets, la chose pour que votre cerveau reçoive, disons, la nature de la chose détruite, son intimité. Ça, je ne peux pas l'analyser. Et bien sûr, j'avais les moyens d'analyse, mais ça, je ne peux pas l'analyser. Il n'y a qu'un cerveau humain qui peut le faire. Et il ne pourra jamais le refaire une deuxième fois. Ça sera toujours un peu différent parce que lui sera différent. Donc ça, c'est intéressant. Et donc cette idée de sacrifice, si vous voulez comprendre le goût du vin, mais je dis bien, c'est valable pour un poireau, ce que je dis là, c'est la même chose. Parce que le poireau aussi, il aime vous causer. Voilà. Et c'est donc en goûtant le vin que vous allez traduire votre ressenti et que vous allez faire revivre la chose par le verbe. C'est ça le goût. Vous tuez pour faire renaître par le verbe. Et c'est ainsi que vous avez perpétué la chose, qu'on va perpétuer les façons de cultiver, de mettre tel plan là, telle activité là et telle façon de faire. Voilà, vous voyez que c'est très très simple. Mais essayez d'entendre le vin vous parler, vous raconter. Alors, j'ai peut-être un autre petit truc à dire. Ah oui, le cheminement, oui. Voilà, vous avez le cheminement avant. J'ai encore 2 minutes. Bon. Alors, comment ça se passe dans votre cerveau? Tout ça, vous le savez. Mais stimulation olfactive avant, stimulation visuelle sur la robe du vin. C'est sûr qu'à la robe du vin, vous allez voir si le vin a 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Vous savez également, vous avez pu remarquer qu'un vin rouge, quand il prend de l'âge, il perd de la couleur. Et quand un vin blanc prend de l'âge, il gagne en couleur. Et je me souviens, il y avait très bon, il y a à Vouvray chez M. Vette, un congrès d'énologie, on a servi, je crois que c'était en 1893, tout le monde croyait boire du rouge. Vous avez cette lumière ambrée du vin, car la fin du vin, l'évolution du vin dans la robe, c'est l'ambre. C'est pas, et quand avec le verre, ça vous forme un vitrail, c'est assez... Enfin, je vous souhaite, si vous ne l'avez pas vécu, d'essayer de le vivre. Alors, vous avez stimulation visuelle, stimulation auditive, pas beaucoup, mais néanmoins, quand on verse le vin dans le verre, vous avez, puisque le vin est une solution colloïdale, enfin semi-colloïdale, vous avez un bruit de chute. Et vous aviez des vignerons, il y en avait un qui était chez Poniatowski, il reconnaissait le millésime au bruit de chute dans le verre. Il vous disait, c'est un 1874, par exemple. Voilà. Et puis vous avez stimulation tactile, ça, c'est le problème du verre, je ne peux pas vous... tout ça, mais il faut savoir que si vous tenez le verre d'une certaine façon, le vin ne va pas vous raconter la même histoire. Si vous le tenez par le pied, par la jambe, on ne doit pas le tenir par le gobelet. Ça, c'est le vin ne pénètre pas en vous, mais si vous tenez le vin par le pied ou par la jambe, vous verrez qu'il y a une position, un mouvement qui est horizontal ou vertical. Bon. Alors, après, donc c'est pendant, c'est là où vous avez cette stimulation sur votre palais, les stimulations gustatives, les 4 saveurs de base, ça c'est facile. Les stimulations chimiques, enfin, on appelait ça autrefois stimulation chimique commune, maintenant on dit trijumale, enfin ça je veux pas, mais c'est pas grave. Le problème c'est simplement que ça vous informe sur l'astringence, donc les tanins, le brûlant, l'alcool, et le piquant, le gaz carbonique éventuellement. Bon, donc c'est tout de même, ce sont des stimulations de structure qui dans toute notre alimentation ont beaucoup d'importance. Et puis par voie rétronasale, vous avez l'olfaction. Donc vous allez soit retrouver les odeurs du nez,
ou d'autres nouvelles. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut donner de votre temps. Si vous voulez goûter, à quoi que ce soit d'ailleurs, il faut donner de votre temps. Pour ça, je me bats dans les écoles avec les repas d'enfants. Comment voulez-vous apprendre à un enfant si on ne lui laisse pas le temps que ces signaux aillent à son cerveau? C'est pas possible. Stimulation tactile, voilà. Et puis après, alors c'est même intéressant, vous avez la notion de persistance, c'est-à-dire que quand vous avez remarqué, vous avez avalé la chose, et elle va continuer à vous parler. Et elle va continuer à vous parler, et parfois, vous pouvez traverser le pont de Tours, et elle vous parlera encore. C'est ce qu'on appelle la persistance. On dit un vin fait la queue de paon, vous avez entendu parler de ces choses-là. Donc un vin qui a une persistance de la queue, eh bien c'est un vin qui à ce moment-là, ça vous donne le temps de prendre la photo, entre guillemets, et de comprendre son langage. Alors, si à ce moment-là quelqu'un vous demande quelle heure est-il, c'est loupé. C'est loupé parce que vous étiez en communication privée avec le vin. Et on vous dérange. Alors, quand vous avez un ami à côté de vous qui est en train d'essayer de retrouver si c'est une odeur de ci, de ça, est-ce que c'est un 84, est-ce que c'est un 86, on ne le dérange pas. Il est en communication privée. Ouais. D'ailleurs, c'est pour ça que dans les usages, on dit qu'on ne parle ni politique ni religion à table. Ce sont les vins et les mets qui vous parlent. Voilà. Et donc, vous avez ensuite cette image qui va créer... Si, c'est intéressant parce que, pour moi, le vin, c'est pour transmettre les problèmes du goût, de dire aux gens, utilise ton corps gustatif, tes 5 sens. Le vin est pour moi un grand pédagogue. On peut faire passer des messages plus facilement qu'avec d'autres produits. Et c'est pour ça qu'il m'intéresse dans ce sens-là. Et il va vous apprendre à donner de votre temps, mais à bien comprendre qu'avant de rajouter une bouchée, une gorgée, il faut que la précédente est terminée. Et quand vous avez dit ça à un enfant, toute sa vie, il va arrêter comment dirais-je, d'en ajouter avant que la précédente ait terminé de causer. Voilà. Alors on est en Touraine, l'endroit du monde où il n'y a pas de rose des vents, où tout est en équilibre, enfin tout ça. Je crois que c'est un lieu qui permet de dire ces choses-là et d'aider chacun à donner de son temps pour goûter. Et ainsi, il y aura une certaine justesse des choses qui s'installera en vous. Et vous ne parlerez plus du vin, vous direz « Ah, c'est un vin de Montlouis, ah oui, c'est sur la rive gauche. » Voilà. Le vin, vous aurez entendu le langage des choses. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Comme vous avez entendu les choses, il y a un mouvement en vous, et ce mouvement crée une énergie qui est le plaisir. Eh bien, je vous souhaite beaucoup de plaisir. Merci.